Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie, responsable de la mission handicap et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Louis Atwell, qui est navigateur, et Céline Scazola, responsable RSE France chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour à tous les deux, je vous laisserai vous présenter dans quelques instants. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui regroupent notamment la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors peut-être certains d'entre vous étaient connectés il y a quelques semaines avec nous et nous avions abordé justement les maladies chroniques invalidantes dont la maladie de Crohn fait partie. Et c'est un handicap invisible comme environ 80% des handicaps. Donc Pierre-Louis va tout d'abord nous raconter son parcours et pourquoi il était avec nous aujourd'hui. Et Céline, qui est responsable de la RSE, nous parlera des travaux sur les risques aggravés de santé de BNP Paribas Cardiff pour rendre l'assurance plus accessible. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Céline pour te présenter avant de donner la parole à Pierre-Louis. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Céline Scazzola. Je suis responsable de la RSE France de BNP Paribas Cardiff depuis bientôt 2 ans. Et je suis maintenant rattachée à la nouvelle direction Innovation et Impact dont s'occupe Nathalie Doré. Merci Céline. Alors Pierre-Louis, pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es? Oui, bonjour à tous. Merci Stéphanie et Céline pour cette introduction. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon vécu, de mon parcours. Donc moi, je m'appelle Pierre-Louis Atwell, j'ai 26 ans et je suis donc atteint d'une maladie de Crohn depuis que j'ai 16 ans. Donc moi, j'ai été diagnostiqué donc à l'âge de 16 ans. J'avais jamais eu de troubles de santé particuliers. Et puis, un petit peu du jour au lendemain, voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs, à être fatigué, à ressentir voilà, une perte d'appétit. Et ça s'est fait de façon assez insidieuse, hein. C'est-à-dire que, en plus, moi, j'avais 16 ans, donc à cette période, j'étais en seconde. Pas trop du genre à ni aller chez le médecin, ni à prendre des médicaments. Et donc, je me suis dit, bon, ça doit être une gastro, hein, c'était pendant l'hiver, donc je me suis dit, ça doit être une gastro. Et puis, ça a traîné un petit peu dans le temps. Et puis, un jour, voilà, je me retrouve à une époque à ne plus manger le matin, je déjeune seulement le midi. Le soir, je rentre des cours, je suis exténué par ma journée. Je dîne à peine et je vais me coucher. Et en fait, je fais des nuits de 12 heures et je me réveille le matin, je suis exténué. Et puis, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est-à-dire que c'est pas une descente progressive. Voilà, il y a des moments où ça s'améliore, donc je me dis, ça doit être en train de passer. Et un jour, voilà, un matin, je trouve du sang voilà, dans les toilettes. Et là, je me dis, là, il y a quelque chose de grave. Il faut que j'aille consulter. Donc, je vais voir mon médecin généraliste voilà, qui me suit depuis que je suis petit. Et assez rapidement, il m'oriente vers un gastro-entérologue d'un petit hôpital juste à côté de chez moi en Normandie. Et puis, je suis reçu dans le service, je suis hospitalisé, je fais 3 ou 4 jours d'examen plus ou moins agréables. Et assez rapidement, on me diagnostique une maladie de Crohn. Donc moi, à cette période, j'ai 16 ans, j'ai jamais entendu parler de maladie de Crohn. Et si je comprends bien ce que le médecin essaie de me dire, donc c'est une maladie qui me touchera, enfin, dont je serai atteint toute ma vie, une maladie qui voilà, risque de me conduire assez régulièrement à l'hôpital avec un traitement. On parle de traitement de fond, on parle de traitement d'attaque, on parle voilà, de rendez-vous médicaux réguliers, mais pour moi c'est très abstrait, pardon. Et je ne me rends pas du tout compte en fait, de l'impact que va avoir la maladie sur ma vie. C'est-à-dire que moi je ressors de là, je dis d'accord, il faudra que je prenne des médicaments. Donc on fait la liste des médicaments à prendre. Et puis pour être honnête, voilà, je rentre chez moi sans beaucoup plus d'explications. Et puis il se trouve que le temps passe. Moi, la première chose déjà, c'est que quand je retourne en cours au lycée, je n'en parle pas du tout à mes camarades. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que quand on a des maladies digestives comme ça, voilà, hein, les symptômes, ils sont proches de ceux qu'on peut avoir sur une gastro. Donc évidemment, à une période où on est en train de se construire en tant que jeune adulte, voilà, au lycée, en plus,
l'image corporelle est hyper importante. Voilà, il y a les vêtements de marque, etc. Donc, aller raconter à ces petits camarades qu'on a des troubles digestifs, évidemment, moi, je m'en sentais pas du tout capable. Et même quand voilà, des proches de ma famille abordaient le sujet en me demandant, bon, alors, comment ça va ta santé? Je dis, oui, oui, ça va. Bon, j'ai éludé la question et je voulais surtout pas en parler. Parce que pour moi, c'était voilà, gênant de parler d'une pathologie qui touchait mon système digestif. Et surtout, je me suis dit, enfin voilà, pour moi, j'avais des médicaments à prendre, mais ça s'arrêtait là. Et puis, ben, les mois ont passé, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai fait un petit peu ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique, c'est-à-dire qu'au début, on commence avec des traitements relativement légers, on regarde si ça fonctionne, et puis bon, bah, quand on a un échec, on change de traitement, on augmente un petit peu la puissance du médicament, et puis voilà, sur les années qui ont suivi mon diagnostic, bon, j'ai connu des périodes de haut et de bas, avec des hospitalisations de temps en temps, avec des changements de traitement assez réguliers. Mais en tout cas, moi, sur l'aspect psychologique, c'était très difficile et je pense que ça l'était encore plus à l'université. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur une première année de fac, donc à ce moment-là, moi, j'étais parti en licence d'informatique, parce que j'étais passionné d'informatique à l'époque. Et puis, bah voilà, moi, il y a des matins où, en partant de chez moi, je vais pour aller en cours. Et en fait, à mi-chemin, je m'arrête et je me rends compte que là, il faut absolument que j'aille aux toilettes tout de suite maintenant et que je suis incapable, ne serait-ce que de faire le chemin pour aller à l'université. Et donc, je me revois encore rebrousser chemin voilà, et rentrer chez moi tellement j'avais besoin d'aller aux toilettes parce qu'il y a quand on a une maladie de Crohn, des maladies digestives comme ça, voilà, on peut avoir 10, 20, 30 selles par jour. Donc, et c'est des envies qui sont immédiates. Donc, il faut absolument qu'on trouve des toilettes. Donc, c'était très compliqué. Et j'étais fatigué. En plus, c'est l'université, la première année. Normalement, c'est une période où on découvre un petit peu la vie étudiante. C'est un petit peu l'émancipation par rapport voilà, à la vie d'enfant. Moi, pour le coup, j'allais jusqu'à inventer des examens le vendredi matin pour dire à mes amis, bah non, je ne sors pas ce soir. Voilà, j'inventais des excuses pour ne pas sortir avec eux, faire la fête parce que j'étais trop fatigué, j'avais trop peur d'être malade. Donc ça a vraiment été une période compliquée pour moi. Bon, ça se couple en plus. Alors, du coup, voilà, j'ai du mal à aller au bout de mon cursus universitaire. Je me rends compte qu'à ce moment-là, c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire. Et moi, donc, je fais de la voile depuis tout petit. J'ai commencé le bateau avec mon papa. Je suis un passionné par la mer et je me suis dit, bah tiens, peut-être que je pourrais changer d'orientation et aller dans la marine nationale. En fait, moi, je voulais faire la navigation sur les bateaux de la marine nationale. C'était un milieu qui me passionnait, je parlais bien anglais, donc voilà, j'avais plutôt un bon dossier. Et puis, bah, malheureusement, quand j'ai été rencontrer voilà, les recruteurs de la Marine nationale, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Atwell, avec votre maladie, ça ne va pas être possible, vous n'allez pas pouvoir embarquer à bord, ça va être un facteur limitant et voilà, malheureusement, on ne peut pas vous intégrer. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que ma maladie, elle allait avoir un impact réel sur ma vie, que ce n'était pas juste quelque chose que je pouvais ignorer et que je ne pouvais pas faire comme si ma maladie n'existait pas et qu'il allait falloir finalement que j'apprenne à vivre et à composer avec. Bah, merci beaucoup Pierre-Louis, effectivement pour ton éclairage et ton vécu sur la maladie. Mais finalement, aujourd'hui, tu peux quand même vivre de ta passion puisque tu es navigateur professionnel. Et alors, pourrais-tu nous expliquer comment justement tu as fait de cette maladie une force et nous parler de ton projet autour Vogue avec un Crohn, justement? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est une suite directe de ce début d'histoire que je vous raconte. Donc, je me retrouve voilà, un petit peu perdu dans mon orientation. Moi, je rêve de faire de la course au large depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai grandi en Normandie, pas très loin du Havre, d'où part tous les 2 ans la Transat Jacques Vabre, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, une grande transatlantique qui part tous les 2 ans du Havre jusqu'au Brésil. Donc on voyait ces grands navigateurs partir, traverser l'Atlantique, c'était quelque chose qui nous passionnait. Mon petit frère et moi, on faisait toujours le tour du bassin pour aller voilà, chasser les autographes. Et puis, ben, je suis dans une période où je me rends bien compte que ma maladie elle va avoir un impact sur ma vie. Je me rends compte que moi, je ne peux pas continuer
à me mentir à moi-même et puis finalement un peu à mentir aux autres aussi, à être dans le déni comme ça, c'est pas possible, je vais être malade toute ma vie, il faut que j'arrive à dépasser ça. Et puis en même temps, il y a un navigateur qui s'appelle Damien Seguin, qui est un navigateur qui est né avec une seule main suite à une malformation. Et ce navigateur, à ce moment-là, il annonce qu'il va partir faire le tour du monde. Il va participer au Vendée Globe. Pour ceux qui ont suivi le dernier Vendée Globe, vous savez à quel point c'est une épreuve qui est difficile de faire le tour du monde. Pour n'importe quel skipper confirmé, c'est déjà une aventure. On appelle ça l'Everest des mers. Et ben Damien, il dit, moi, voilà, j'ai une seule main et je vais aller faire le tour du monde. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un déclencheur aussi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, si lui, ce marin, il a un handicap qui est fort, il peut aller faire le tour du monde avec une seule main. Moi, avec ma maladie de Crohn, je dois être capable d'aller faire n'importe quoi. Et puis, voilà, je me dis, bah, tiens, est-ce que finalement, c'est pas le moment pour moi d'essayer de vivre mon rêve d'enfant, de lancer un projet sportif de course au large pour communiquer sur la maladie de Crohn. Parce que je me rendais bien compte que quand je parlais, les rares fois où je parlais un petit peu de ma maladie, bah, souvent, voilà, les gens connaissaient pas bien, connaissaient mal, c'était un petit peu abstrait pour eux la maladie de Crohn. Et donc je me suis dit, bah, voilà, moi je vais créer un projet. L'objectif, ça va être de participer à la Solitaire du Figaro. Donc il y a une course en solitaire, donc on est tout seul sur les bateaux, sur des bateaux de 10 mètres. C'est une course qui dure 3 semaines en étapes, donc c'est des étapes de 3 ou 4 jours. Et c'est un petit peu l'olympisme de la course au large, c'est-à-dire que voilà, c'est une course qui regroupe les meilleurs marins. C'est vraiment une course qui est très sollicitante. Et moi, c'est une course qui me faisait rêver depuis toujours. Et je me suis dit, bah, voilà, je vais lancer ce projet. Ça va s'appeler Vogue avec un Crohn. Et finalement, du jour au lendemain, bah, je me suis retrouvé voilà, d'une période où je ne parlais pas du tout de ma maladie à une période où bah, je me retrouvais devant les médias, devant voilà, des assemblées entières, comme je le fais aujourd'hui, de parler de ma maladie de Crohn. Et ça, je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien en tant que patient. Et ce que je dis, c'est que moi, aujourd'hui, je ne me suis jamais senti aussi bien en tant que patient et en tant qu'individu que depuis que je mène ce projet sportif depuis 2017. Parce que ça fait du bien de pouvoir parler de sa maladie, ça fait du bien de pouvoir échanger avec d'autres patients, avec les autres, avec son entourage simplement. De pouvoir parler de cet handicap qui est finalement invisible, hein, puisque voilà, moi, quand j'ai lancé ce projet-là, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais je comprends mieux. Voilà, je comprends beaucoup mieux certaines choses. Pourquoi tu étais absent? Pourquoi parfois tu venais pas? Il me semble, j'avais bien l'impression qu'il y avait quelque chose, mais comme tu n'en parlais pas, voilà, je comprends mieux maintenant. Et donc aujourd'hui, j'ai cette chance formidable. Voilà, le projet a continué. Donc je suis parti vraiment de zéro, hein. On a monté une petite association 1901 avec ma maman. J'étais président, elle était trésorière. Et puis on a commencé à aller chercher des partenaires, des sponsors pour participer à ces courses formidables. Voilà, qui est un sport formidable, la course au large, mais qui nécessite quand même un petit peu de moyens parce que c'est un sport mécanique. Donc il faut louer le bateau, il faut acheter les voiles, s'inscrire aux courses, etc. Et donc, voilà, on est vraiment parti de zéro. Et puis, bah, petit à petit, on a construit ce projet. Et puis, bah, on s'est rendu compte que voilà, il y avait des choses à faire auprès du grand public, d'avoir une mission de communication et de sensibilisation sur les maladies digestives. Et puis qu'aussi pour les patients, bah, c'était un biais pour véhiculer un peu un message d'espoir, pour dire que bah, voilà, même quand on est malade, on peut faire plein de belles choses, on peut vivre ses rêves. Et c'est important pour les patients d'avoir quelque chose qui est moteur, d'avoir un but pour les aider à traverser voilà, les moments qui sont plus ou moins difficiles, parce qu'il y en a des moments difficiles, il faut bien s'en rendre compte, hein, quand on est atteint de pathologies comme les nôtres. Et donc l'adage du projet, bah, c'est même malade, tout est possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de défendre voilà, à travers toutes nos interventions, à travers nos courses. Et puis, bah, un petit peu après, dans un second temps, on a commencé à travailler avec les acteurs de la santé, donc plutôt l'industrie, d'essayer de mettre au cœur un petit peu des stratégies, l'expérience du patient. C'était donc finalement partir du besoin du patient. C'est quoi être un patient qui est atteint de la maladie de Crohn aujourd'hui? Et puis pour essayer de les aider finalement à mieux répondre aux besoins de ces patients-là. Et puis plus tard, on a commencé après à travailler avec les centres hospitaliers. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un beau projet. Moi, je suis très heureux d'avoir la chance de réaliser mon rêve d'enfant, de collaborer avec un grand nombre d'acteurs de la santé digestive. Et pour pouvoir vivre ses rêves, bah, il faut quand même s'adapter. Il y a tout un tas d'adaptations, il y a tout un tas de défis au quotidien à relever. Et notamment, par exemple, quand il a fallu qu'on fasse l'acquisition de notre bateau, qui est un projet voilà, assez important, hein. Un bateau de course, ça coûte à peu près le prix d'une maison. Bah, il a fallu aller rencontrer la banque. Et là, par exemple, ça a été un des obstacles qu'il a fallu franchir.
Bah alors justement, Pierre-Louis, Cardiff, on est entre BNP Paribas Cardiff, nous sommes des assureurs. Et alors, pour acheter ton bateau, tu as dû trouver une assurance des emprunteurs. Et alors, peux-tu nous raconter comment cela s'est passé? Puisque, comme tu le dis, ça fait partie des défis du quotidien. Ouais, effectivement, ça a été un moment un petit peu chaud, hein. C'est-à-dire que nous, on avait déjà cette chance d'avoir un réseau de partenaires qui était derrière nous. On avait l'agence bancaire qui était assez favorable au projet, donc ils nous ont bien épaulés. Et malgré tout ça, ça a vraiment été difficile de franchir cette étape de l'assurance. Donc, en fait, de façon assez simple, hein, voilà, à partir du moment où j'ai dit que j'étais atteint d'une maladie de Crohn, et évidemment, avec un projet qui s'appelle Vogue avec un Crohn, c'était difficile de ne pas le dire. Puis bon, de toute façon, voilà, on nous avait bien expliqué que c'était surtout très dangereux aussi voilà, de pas être honnête sur le questionnaire bancaire. Donc, il n'était pas question de toute façon de bypasser ça. Mais à partir de ce moment-là, on est rentré dans un processus et en fait qui était très lourd. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dit bah oui, effectivement, j'ai une maladie de Crohn, on est rentré voilà, dans des process, dans des questionnaires qui finalement n'étaient pas du tout adaptés à ma pathologie. Et il a vraiment fallu qu'on se bagarre avec des courriers, donc avec le gastro-entérologue, avec différents spécialistes, avec des analyses, des bilans médicaux que j'avais eus sur plusieurs années. Et donc, ça a vraiment été tout un travail pour réussir à aller au bout de ce projet, à concrétiser ce projet d'acquisition de ce bateau-là. Et malgré tout ça, voilà, il y a eu quand même des exclusions, notamment autour de tout ce qui concerne ma pathologie. Donc, c'est vraiment voilà, un parcours du combattant de trouver cette assurance. Alors que bon, bah, moi, j'estime que voilà, je suis un sportif de haut niveau. Je pense que je suis tout aussi assurable, en tout cas, que n'importe qui. Voilà, quand je regarde mon parcours professionnel que j'ai eu très peu d'absences qui étaient liées à ma pathologie. Tout à fait, merci, merci Pierre-Louis. Alors maintenant, je vais passer la parole à Céline, puisque chez BNP Paribas Cardiff, notre mission, comme c'est écrit justement derrière toi Céline, c'est de rendre l'assurance plus accessible pour nos clients. Et peux-tu nous expliquer concrètement ce que cela veut dire? Oui, tout à fait. Alors effectivement, notre mission, c'est de rendre l'assurance plus accessible. Dans le cadre en fait de sa politique RSE, BNP Paribas Cardiff en fait s'attache à développer l'impact positif de ses produits et de ses services. Alors, on tient compte en fait des avancées médicales pour renforcer en fait régulièrement l'accessibilité à l'assurance des emprunteurs et à la prévoyance des populations fragilisées. Alors, des travaux ont déjà été réalisés pour certains risques aggravés de santé afin de permettre une tarification et une couverture au plus juste. Donc, vous avez effectivement les différentes pathologies qui s'affichent à l'écran, donc qui ont été prises en compte par BNP Paribas Cardiff. Et ce que nous souhaitons, en fait, c'est compléter cette approche avec de nouvelles pathologies. Et alors, c'est pour cela, en fait, que depuis presque un an, il y a des travaux qui ont démarré sur les Mickey. Alors, Céline, pourquoi justement les Mickey? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, en fait, les Mickey, ça touche beaucoup de personnes et surtout, ça en touche de plus en plus et ça touche aussi de plus en plus des personnes jeunes. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, en termes de chiffres, c'est qu'en 2015, ça touchait environ 213 000 personnes et aujourd'hui, enfin, en 2019, les statistiques qu'on a, ça nous amène à 273 000 personnes selon les chiffres en fait, de l'assurance maladie. Oui, donc effectivement, beaucoup de personnes sont concernées. Et alors, chez BNP Paribas Cardiff, à part toi, Céline, qui travaille sur ces travaux? Alors justement, il y a l'actuariat et la gestion en collaboration en fait avec un professeur qui est spécialisé sur cette pathologie et je tiens d'ailleurs à profiter de notre conférence aujourd'hui pour remercier Sigrid Chauvin qui travaille à l'actuariat et Pierre-Emmanuel Coville qui travaille à la direction Client France, qui sont à l'œuvre depuis presque un an sur ce très beau sujet. Bravo à toute l'équipe, hein. On vous remercie et je crois d'ailleurs que Sigrid et Pierre-Emmanuel sont connectés avec nous aujourd'hui. Et alors Céline, tu dis que justement ça fait depuis presque un an, donc pourquoi c'est si long?
Pour les autres pathologies qu'on a vues précédemment, qui ont déjà été intégrées, on peut dire qu'une pathologie a donné lieu à un barème. Et ce barème, en fait, il s'ajuste en fonction des éventuelles complications qui sont liées à la pathologie. Dans le cas des Mickey, c'est beaucoup plus complexe. Initialement, en fait, nous pensions qu'il y aurait 2 barèmes. Un qui correspondrait à la maladie de Crohn et un qui correspondrait au rectocolite hémorragique, qu'on connaît sous le nom de RCH. Et finalement, ce n'est pas 2 barèmes, mais 6 barèmes qui coexistent. Et c'est aussi, c'est vraiment grâce au professeur qui a travaillé, qui travaille toujours d'ailleurs avec Sigrid et Pierre-Emmanuel, grâce à ses connaissances que nous avons pu obtenir cette tarification très fine qui va permettre une meilleure accessibilité. D'accord, donc on voit bien effectivement la multiplicité des acteurs pour retarifer toutes ces pathologies, pour retarifer nos produits en fonction des pathologies. Et alors, quelles sont ou quelles vont être justement les conséquences, les effets positifs plutôt d'ailleurs de ces travaux? Ces travaux, en fait, ils vont permettre de tarifer au plus juste en réduisant les surprimes, en réduisant les exclusions et pour favoriser l'accessibilité en fait, de ces personnes atteintes d'ENIKI. La grande nouveauté, c'est vraiment la prise en compte des habitudes, et c'est ce dont nous parle Pierre-Louis. La prise en compte des habitudes de vie, c'est par exemple comment la personne vit, comment elle se sent en fait par rapport à sa maladie. Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle a une vie sociale considérée comme classique? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle va au restaurant? Est-ce qu'elle va au cinéma? Donc, c'est plus uniquement une approche médicale. Alors, l'approche médicale, elle a aussi été revue avec une prise en compte de toutes les évolutions thérapeutiques et de l'expertise terrain. Et ça a été possible grâce à ce professeur qui est spécialisé dans les Mickey. Ça permet vraiment en fait, de suivre toutes les avancées et l'efficacité de ces avancées thérapeutiques. L'objectif, il est vraiment, comme je le disais précédemment, d'offrir une couverture et une tarification qui soit vraiment adaptée et au plus juste à ces personnes confrontées à ces maladies. Ce qu'on espère concrètement, c'est pouvoir commencer à déployer la nouvelle tarification courant juin dans nos produits. Et l'autre point en fait qu'on peut souligner, c'est que c'est grâce à ce professeur que nous avons eu la chance en fait de rencontrer Pierre-Louis et de pouvoir intervenir ensemble aujourd'hui. Et tout à fait, Céline. Merci vraiment pour cet éclairage. On voit bien tout le travail derrière qu'il y a pour arriver justement à rendre l'assurance plus accessible et notamment pour les personnes qui souffrent de pathologies. Et oui, on a la chance aujourd'hui d'avoir Pierre-Louis avec nous. Et d'ailleurs, je vais te redonner la parole, Pierre-Louis, parce que voilà, on a parlé de l'aspect acheter un bateau, comme tu le dis, c'est comme acheter un appartement ou une maison. Mais si on parle maintenant de ton quotidien sur le bateau et notamment de quand tu es un co-skipper, puisque parfois tu navigues pas seul, comment ça se passe au quotidien? Donc oui, c'est vrai que naviguer avec une maladie de Crohn, c'est tout un tas de défis, comme je vous l'expliquais. Notamment, il faut bien se rendre compte que quand on part sur des courses comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum, c'est des bateaux de course, donc qui ne sont pas du tout aménagés à l'intérieur. C'est plus on essaie d'être le plus léger possible, donc c'est complètement dépourvu de confort. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'eau courante. C'est vraiment des bateaux de compétition. Et donc, il a fallu trouver un certain nombre d'arrangements. Dans le choix du co-skipper, par exemple, c'est quelque chose qui a été prédominant. Alors, pour tous les navigateurs, quand on part 3 semaines en mer et on navigue 24 heures sur 24 avec de la fatigue, de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue psychologique, parce que c'est beaucoup de stress, les bateaux vont vite, il y a des forces et des enjeux qui sont énormes, parce que vous avez bien compris que à prendre le départ de ces courses-là, c'est des grands défis parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de réussir à trouver les financements, à monter les projets que ne serait-ce que prendre le départ de ces courses, c'est déjà une victoire en soi. Arriver et terminer la course, c'en est une autre. Donc il y a quand même beaucoup de stress en amont et pendant la course. Et c'est vrai que dans des conditions difficiles, le choix du co-skipper a vraiment été important, notamment pour moi. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un co-skipper qui s'appelle Maxime, avec qui je navigue depuis 2 ans. Ça se passe très, très bien. Et choisir son co-skipper, vous voyez, c'est un petit peu comme
comme choisir quelqu'un avec qui vous partiriez en vacances. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois avec qui vous entendez très bien, et puis finalement, au bout d'une semaine, on dit ah bah tiens, ouais, ça se passe bien. Par contre, au quotidien, c'est un peu moins facile. Bon bah là, c'est la même chose, sauf que c'est pendant 3 semaines. On est sur un bateau qui fait 12 mètres, donc il n'y a pas du tout d'échappatoire. Maxime, voilà, la chance c'est qu'on se connaît très très bien. On habite ensemble, on vit ensemble une partie de l'année à terre. Donc, je dirais que voilà, sur le fond, pour le coup, on se connaît. Lui connaît aussi très bien ma pathologie, puisque voilà, il voit bien quand je prends mon traitement, quelles sont mes contraintes. Lui, il me connaît suffisamment aussi pour parfois voir que je suis fatigué. Donc, voilà, il y a des moments où il est vraiment en soutien en disant bah, écoute, là, si tu veux aller dormir 1 heure, vas-y, on appelle ça prendre le quart en course au large. Je dis vas-y, prends ton quart, va te poser. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qui est super fort aussi humainement dans ce projet. Alors, on parle d'humain, justement, ce projet. Alors, à la fin de l'année, je pars faire la route du Rhum en solitaire, mais dans ce projet, il y a plein de monde. Par exemple, quand on part faire des courses comme ça, c'est une préparation en amont. Alors, j'ai des préparations qui sont communes avec d'autres de mes collègues skippers qui, eux, sont pas malades. Hein. Par exemple, il y a une préparation physique, une préparation technique du bateau, c'est-à-dire que il faut voilà, que le bateau, que tout fonctionne à bord, qu'on ait les pièces de rechange nécessaires pour pouvoir réparer, puisqu'une fois qu'on est parti en mer, il n'y a pas du tout d'assistance possible. Donc ça, il faut maîtriser suffisamment les systèmes, connaître l'agencement du bateau et la façon dont fonctionnent tous ces équipements pour pouvoir parer à différentes situations. Ça, c'est une préparation qui est commune à tous les autres navigateurs. Et puis, il y a une préparation physique qui, pour le coup, là, est un petit peu différente. Donc, tous les navigateurs professionnels, globalement, s'entraînent. Hein, donc, voilà, c'est une préparation physique. Chez moi, c'est 3 fois par semaine avec un coach spécial. Là-dessus, on va avoir une attention particulière dans ma préparation physique à moi. Par exemple, moi, j'ai été opéré plusieurs fois de l'abdomen. Et donc, un des défis quand on part faire de la course au large comme ça, c'est d'être suffisamment préparé physiquement et suffisamment musclé, d'une part pour ne pas se blesser. Alors, ça peut être se blesser, ne pas se tordre une cheville, ne pas se faire une contracture en soulevant une charge, mais aussi plus spécifiquement autour de mon parcours un peu chirurgical, c'est dire voilà, moi j'ai été opéré plusieurs fois des intestins, donc à chaque fois on abîme la ceinture abdominale. Et donc ça, de remuscler la ceinture abdominale petit à petit, de façon progressive, pour pouvoir arriver en confiance sur les courses, c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai eu une mésaventure sur la Transat Jacques Vabre 2019, donc c'était entre Le Havre et le Brésil, hein, donc vraiment au milieu de l'Atlantique. En fait, j'avais été réopéré au mois d'août et la course était en novembre et j'avais pas eu suffisamment de temps pour récupérer. Et il se trouve que voilà, je m'étais fait une petite déchirure musculaire, heureusement sans gravité, mais c'est vraiment important voilà, de se préparer physiquement et d'autant plus dans ma situation. Le dernier volet qui pour le coup est vraiment un petit peu spécifique à mon cas, c'est une préparation médicale. Hein. Je vous parlais d'humain. Moi, il y a toute une équipe qui est derrière moi. Donc, il y a Maxime, voilà, qui est mon co-skipper quand on fait des courses en double. Il a le rôle de préparateur technique, un petit peu voilà, de responsable de la préparation technique du bateau pour des courses en solitaire comme la Route du Rhum à la fin de l'année. Et puis, il y a toute une équipe un petit peu médicale qui est un petit peu en backstage, hein, qu'on voit moins sur les départs de course, mais quoique ils viennent jusqu'au départ de course la plupart du temps. Et donc ça se travaille avec le gastro-entérologue. Ce qui est génial en fait moi dans ma prise en charge, j'ai la chance d'avoir rencontré un gastro-entérologue qui est formidable et vraiment moi je souhaite à tous les patients d'avoir cette chance de rencontrer un médecin comme ça avec qui finalement la prise en charge clinique, c'est-à-dire voilà, toute la partie médicale, le suivi est vraiment articulé autour de mon projet de vie. C'est-à-dire que pour être très concret, au début de l'année, on prend le programme de la saison sportive avec les entraînements, avec les courses. Et puis, en fait, avec le gastro-entérologue, on dit bon, voilà, là, il y a des phases d'entraînement. Là, on aura un petit peu de temps pour faire des examens. Et puis, on va essayer d'avoir des feux verts. On va faire programmer des examens régulièrement jusqu'au point culminant de la saison sportive. Voilà, jusqu'à la Route du Rhum. On se dit, là, on se fait un dernier point juste avant la Route du Rhum. Et là, il faut vraiment que tous nos voyants soient au vert.
Et ça, c'est super confortable déjà en tant que patient parce que moi, je ne subis pas ma prise en charge, ça c'est super. Et puis d'avoir un petit peu cette équipe autour de moi, c'est top. Et donc, il y a aussi voilà, il y a le gastro-entérologue, il y a un nutritionniste, il y a une chirurgienne puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai été opéré. Et pendant les courses, pour revenir un petit peu à cette question sur l'adaptation, ils ont un dispositif de suivi de la course, c'est-à-dire que moi je suis suivi au CHU de Nantes, et donc ils ont une permanence téléphonique pour que je puisse appeler 24 heures sur 24. Il y a toujours un gastro-entérologue qui est prêt à me répondre si jamais j'ai une question ou si jamais malheureusement il y a une situation un petit peu plus critique et où dans ces cas-là il y aurait besoin d'une intervention particulière. Donc voilà, c'est tous ces aménagements qui me permettent aujourd'hui de vivre voilà, ce rêve d'enfant fantastique de faire de la course au large de façon professionnelle. Merci Pierre-Louis. Donc effectivement, tu nous parles des aménagements pendant les courses, sur le bateau. Et justement, si on fait lien avec le travail, nous, chez Cardiff, on a la chance de bénéficier d'une politique handicap. Qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer de mettre en place comme aménagement? Selon toi, voilà, qu'est-ce qui pourrait être adapté pour des collaborateurs qui souffrent d'une MICI? Alors sur les MICI, Céline l'a soulevé un petit peu plus tôt. Donc les MICI, c'est maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il y a deux pathologies distinctes qui sont la maladie de Crohn, et la rectocolite hémorragique. Alors ces deux maladies qui dans le fonctionnement sont différentes, mais finalement les symptômes sont assez similaires. En revanche, on a des patients qui sont atteints de ces maladies de façon très différente. C'est-à-dire qu'on a des patients qui vont déclencher une crise un jour, avoir un suivi médical pendant quelques mois et finalement ne plus jamais être embêtés de toute leur vie. Au contraire, on a certains patients qui malheureusement sont vraiment dans des situations critiques, qui ont des maladies qui sont très très actives, qui vont être opérées de façon multiple et qui sont vraiment dans une situation de handicap à tel point que ça les empêche de travailler correctement. Donc, ce qui n'est pas facile quand on parle des MICI, et c'est un petit peu la problématique que vous mettiez en avant sur l'assurabilité, c'est qu'en fait, il y a autant de pathologies qu'il n'y a de patients. Donc après, concernant les aménagements, ce qu'on peut imaginer dans une société comme la vôtre, quand on est un collaborateur qui est malade, c'est déjà avoir un bureau proche des toilettes. C'est-à-dire que si votre maladie vous impose de devoir aller 4, 5, peut-être 10 fois aux toilettes par jour, si vous pouvez éviter de traverser l'open space à chaque fois, sans doute que c'est plus simple. Il y a aussi la présence de la fatigue. Nous, les patients se plaignent très souvent de la fatigue chronique. Alors, c'est une fatigue qui est physique parce qu'on souffre, parce que la maladie entraîne une fatigue, parce qu'on se réveille la nuit 2, 3 fois pour aller aux toilettes. Et du coup, ça fait des nuits qui sont beaucoup plus courtes. Donc, cette notion de fatigue, elle est un petit peu omniprésente. Donc, peut-être qu'aussi, on peut imaginer des horaires qui sont aménagés, peut-être des mi-temps, des choses comme ça. Et puis, ce qui n'est pas évident aussi, c'est que pour que tous ces patients ils puissent, je dirais, bénéficier de ces aménagements, il faut aussi qu'ils puissent avoir l'opportunité de dire qu'ils sont malades. Et ça, dire qu'on est malade, ça demande un petit peu une maturité dans sa maladie. Il faut déjà avoir dépassé un petit peu tout le processus psychologique dont je vous parlais. Moi, ça a pris plusieurs années et finalement, ça s'est révélé à travers ce projet, à travers ce rêve d'enfant que je vis. Mais en tout cas, nous, le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que quand on est malade, on peut aussi être performant dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sort, la Route du Rhum, ça marque la fin d'un cycle sportif de 4 ans en classe 40. Donc, c'est le bateau sur lequel on navigue aujourd'hui. Et donc, on va aller plus loin à partir de l'année prochaine. On a construit un nouveau bateau qui va être plus performant. Et le message, c'est aussi de dire que d'une part, quand on est malade, on peut participer, c'est-à-dire qu'on peut travailler. Peut-être que j'aurai besoin de certains aménagements, mais je peux être présent, je peux naviguer, et ensuite je peux être bon dans ce que je fais. Même si je suis malade, je peux être performant. Et donc ça, c'est un message qu'on va essayer de faire passer à travers cette nouvelle campagne. Et ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu qui se transpose très bien au sein de l'entreprise. Et donc, je pense que vous l'avez compris à travers votre politique. D'ailleurs, vous, chez Cardiff, quelles sont les politiques d'inclusion? C'est-à-dire qu'un collaborateur qui vient chez vous,
comment on l'amène à dire qu'il est malade ou non, et qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors, c'est vrai que chez BNP Paribas Cardif, en fait, nous avons une politique, hein, handicap. Stéphanie, est-ce que tu pourrais, en fait, nous indiquer ce qu'on pourrait mettre en place, en fait, pour des personnes qui souffriraient, de Mickey? Ah bah, oui, tout à fait, Céline. En fait, bah, Pierre-Louis, je dirais, a déjà évoqué les aménagements qu'on pourrait, imaginer. Mais, bah, comme le disait Pierre-Louis, hein, c'est que même pour une même pathologie, il va y avoir finalement plein de situations différentes. Et je dirais que ce qui est important déjà, de dire, c'est que chaque situation, elle doit être étudiée de manière, bah, déjà strictement confidentielle parce que voilà, comme tu le disais Pierre-Louis, accepter la maladie, il y a tout un processus psychologique qui est pas évident. Et puis, c'est aussi de manière unique et individuelle, au regard de la pathologie de la personne, bien sûr, mais aussi de sa personnalité. Tu parlais aussi des modes de vie, Céline, voilà, c'est important. Et puis aussi bah, du poste qu'elle occupe dans l'entreprise. Après, je dirais, je vais vous peut-être vous projeter, en fait, vous partager toute l'équipe pluridisciplinaire avec laquelle bah, je travaille, Mission Handicap, pour justement accompagner au mieux nos collaborateurs. Déjà, la première chose, ça va être de voir avec la médecine du travail quels aménagements proposer. Et pour en citer quelques exemples, c'est effectivement la proximité des toilettes. Alors, on va me répondre, peut-être les collaborateurs me diraient, mais aujourd'hui, on est en environnement dynamique, donc c'est du flexo-fixe, on n'a pas vraiment de place. Donc, comment on fait quand on est atteint de MITI? Alors, il faut savoir que moi, pour chaque personne en fait dont j'ai connaissance d'une maladie, bien sûr, je vais leur poser la question quand ils sont en environnement dynamique s'ils souhaitent bénéficier d'une place fixe. Et donc, il est tout à fait possible, bien qu'on soit en environnement dynamique, d'avoir un emplacement réservé. On le formalise avec une petite étiquette, mais qui n'est pas du tout stigmatisante, hein. En gros, on dit ici environnement dynamique, mais là, c'est place fixe. Donc, ça ne veut pas dire, voilà, on ne dit pas derrière, on ne parle pas de handicap, on ne parle pas de maladie, on dit juste que voilà, la place, elle est réservée. Donc, c'est tout à fait possible de demander, même si on est en environnement dynamique, d'avoir une place réservée les jours où on vient au bureau, près des toilettes. Voilà, ça, c'est déjà une première chose. Au niveau des aménagements d'horaire, on va dire que c'est tout à fait possible aussi. On peut dire à un moment donné, bah voilà, moi, il y a des moments dans la journée hein, où, comme tu disais, Pierre-Louis, on va être plus fatigué. Et ben, j'ai peut-être besoin de plus de pauses, où je vais organiser ma journée différemment. Voilà, au final, même si on travaille peut-être plus le matin ou plus le soir, l'essentiel, c'est que bah, le travail il soit fait au final. Et ça, c'est aussi possible de le mettre en place. Il y a aussi l'aspect, maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de télétravail, travail à domicile. Et donc, bah, peut-être qu'une personne, pour lui éviter d'avoir un trajet où potentiellement elle se dit aïe, 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 pendant le trajet, j'ai un long trajet, s'il faut que j'aille aux toilettes, ça peut être compliqué. Et ben, on peut peut-être lui dire, bah, vous venez que 2 jours par semaine au bureau et puis les autres jours, vous êtes chez vous. Ça facilite aussi, bah, ça va permettre aussi de faire des pauses et d'aller se reposer si à un moment donné on est un peu fatigué, d'aller aux toilettes plus facilement. Voilà, enfin. Donc, il y a vraiment, en fait, je dirais, il y a tout un panel d'accompagnement qu'on peut mettre en place. On parlait aussi de l'acceptation, en fait. Et ce qui est important, il y a déjà la notion de confidentialité. On a le droit de parler de sa pathologie ou pas, parce qu'effectivement, il y a tout un processus psychologique qui est important. Après, voilà, aujourd'hui, en parler, c'est vrai que parfois, bah, comme tu le disais, Pierre-Louis, ça permet aux personnes de comprendre. Donc, je dirais que ce qu'il faut pour pouvoir en parler, c'est que dans l'entreprise, il y a un climat on va dire, je ne sais pas comment le formuler, mais où chacun peut être lui-même. Et c'est la politique qu'on défend aujourd'hui, hein, c'est de dire que bah, voilà, quelle que soit sa différence, que ce soit on est malade ou on a une autre différence, elle est acceptée dans l'entreprise pour permettre à chacun d'être lui-même. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des conférences comme aujourd'hui où on parle de tous les sujets de diversité. On a aussi créé au sein de l'entreprise avec l'ensemble du groupe BNP Paribas un réseau de collaborateurs en situation de handicap. Alors soit des collaborateurs qui souffrent même de handicap ou qui ont un proche en situation de handicap ou qui souhaitent s'investir dans cette cause. C'est le réseau Ability, hein, vous le voyez sur la slide. Vous pouvez aussi, bien sûr, hein, voilà, je disais, en parler soit avec votre manager, avec votre gestionnaire de carrière. L'assistante sociale aussi, elle est là pour justement vous accompagner. Et puis aussi, on a créé depuis l'année dernière, et d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui sont connectés, des ambassadeurs handicap. Dans chaque département de l'entreprise, il y a une personne auprès de laquelle vous pouvez vous référer
si vous justement vous souhaitez parler d'une pathologie ou effectivement de dire voilà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui quand je suis malade. Donc voilà un petit peu l'accompagnement qu'on peut proposer chez Cardiff, mais je dirais ce qu'il est important de retenir, c'est que voilà, il faut savoir que personne ne sera laissé de côté. Si à un moment donné on est malade, on va permettre à la personne de travailler, d'être performant, parce que comme tu le disais Pierre-Louis, même malade, on est performant et tu en es un bel exemple. Donc voilà, moi déjà voilà, on va conclure là-dessus. Peut-être un mot de la fin, Céline, Pierre-Louis, avant de prendre les questions, mais je n'en vois pas dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas peut-être à prendre la parole en direct si vous avez des questions pour Pierre-Louis, pour Céline ou pour moi d'ailleurs. Est-ce que l'un d'entre vous deux souhaite dire quelque chose pour conclure? Oui, et moi, j'en profite pour vous remercier en tout cas de m'avoir sollicité pour cette intervention. C'était très intéressant pour moi de pouvoir déjà découvrir un petit peu et comprendre mieux ce monde de l'assurance que vous avez compris. J'ai croisé à plusieurs reprises dans mon parcours, mais plutôt en tant que client. En tout cas, voilà, je tenais à vous féliciter parce que je trouve la démarche super forte et il faut bien se rendre compte que peut-être que voilà, vous vous dites ah, c'est un programme dans l'entreprise de plus, mais que pour les patients, c'est leur vie qui change parce que voilà, moi je suis en contact avec des centaines de patients et très souvent cette notion de bah oui, moi je pourrais jamais acheter un bien parce qu'on est malade, comment vous faites, etc. C'est vraiment un problème qui est récurrent chez les patients alors qu'ils sont atteints de pathologies digestives. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour déjà cette belle démarche que vous avez et merci encore pour votre attention. Merci Pierre-Louis. Merci. Oui, moi je suis vraiment ravie en fait d'avoir pu effectivement partager ce moment, puisque là ça me fait vraiment le lien à la fois avec le côté client et le côté collaborateur, puisque c'est vraiment la jonction des deux, hein. C'est ce qui a fait aussi qu'on a eu envie avec Stéphanie de faire cette conférence conjointe, parce que les travaux ne sont pas dans des silos, hein, les choses sont liées. Est-ce qu'on fait des choses pour les clients, mais ça a aussi des liens avec ce qu'on peut faire pour les collaborateurs. Et ça permet aussi à chacun de voir eh bien, ce qu'on peut faire de merveilleux quand on est atteint de pathologies et qui sont compliquées, surtout quand on l'apprend quand on est enfant, ce qui était ton cas, Pierre-Louis. Donc, en tout cas, un grand merci pour ce partage, pour cette grande leçon de vie aussi, hein, parce que moi, je suis assez admirative, hein. Merci Céline. C'est vrai que moi je te rejoins, hein. Je suis vraiment ravie qu'on puisse co-organiser cette conférence d'aujourd'hui ensemble et puis avoir le plaisir d'entendre Pierre-Louis parce que voilà, le dépassement de soi au travers du sport, déjà je trouve ça, voilà, ce sont des valeurs auxquelles j'adhère et que je partage. Et en plus, je trouve quand on est malade, tu as donné aussi l'exemple de Damien Seguin. Effectivement, je l'avais suivi parce que chez Cardiff, on avait aussi justement on a eu des actions il y a quelques années pour les personnes atteintes d'agénésie, hein, auxquelles il manque une main. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes, franchement, les sportifs de haut niveau qui se dépassent avec un handicap, moi je dis bravo. Donc encore merci et bravo. Donc très belle journée à toutes et tous et à très bientôt. Merci à tous. Très belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.